Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Monsieur Carayol. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Labrosse et Dupont, groupe leader des biens de consommation courante et acteur bien connu de la grande distribution, puisque vous distribuez plus de 5000 références dans 7000 points de vente en France, si je ne me trompe pas. Vous êtes un ancien de Canal+, où vous étiez directeur général adjoint, on s'était il y a quelques temps déjà. Oui. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Alors, Monsieur Carayol, première question assez basique, comment vous vous décrivez ? Comme un chef d'entreprise qui, avec ses associés, a le contrôle du capital de sa société et qui essaye, avec des méthodes les plus humaines possibles, de gérer une entreprise à très forte valeur ajoutée, au sens où nous employons beaucoup de personnes, puisqu'on a 700 employés en France, 900 en Europe, pour un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 180 millions d'euros. Donc on a un contenu humain dans notre part, dans nos coûts, qui est très important et qui crée de ce point de vue-là une contrainte forte, mais c'est aussi notre avantage compétitif, puisque la vraie richesse de notre entreprise, elle est essentiellement dans la qualité, la compétence de nos équipes. C'est une entreprise que vous avez repris, enfin on parle de Labrosse et Dupont, une entreprise que vous avez repris dans les années 2000, c'est ça ? En 2010. 2010, ah oui, c'est il y a Moi, pas si longtemps. j'ai été nommé, moi, PDG en 2004 par l'actionnaire, à l'époque qui était le groupe LVMH, Okay. avec mission, la société à l'époque était en grande difficulté économique, et j'ai eu la mission qui m'a été fixée par l'actionnaire, était de la réorganiser, la restructurer, la redresser, pour paraphraser mon chef, c'était faites-en une belle maison. Okay. Voilà, pour utiliser des termes qui sont plutôt des termes Ouais. LVMH que des termes Ouais. de grande distribution. Ouais. Faites-en une belle maison qui ensuite puisse vivre sa vie, qui soit solide, effectivement. Et c'est, je pense, ce qu'on a réussi à faire, puisque effectivement, LVMH a pu la céder en 2010, Okay. et que depuis que nous l'avons racheté, nous, en 2010, je ne dirais pas que la vie est un long fleuve tranquille, mais enfin, on n'a pas eu d'incident de parcours majeur, puisque la société a toujours été bénéficiaire, et que ça nous a permis de rembourser progressivement une grande partie de l'argent qu'on avait emprunté pour acheter la société. Un mot du coup sur Labrosse et Dupont, parce qu'on connaît moins la société. Alors, je pense que les produits, par contre, on les connaît, puisqu'on en a forcément acheté une fois dans un magasin. Quelques mots sur le groupe et sur les produits que vous proposez à la grande distribution ? Labrosse et Dupont, c'est une vieille entreprise industrielle du 19e siècle. Elle a été créée en 1845 à Beauvais, mais aujourd'hui, c'est essentiellement un fournisseur, effectivement, de produits de grande consommation pour la grande distribution, qui représente l'essentiel de notre activité, à plus de 98%, dans lequel nous vendons. Alors, tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur le très grand nombre de références que nous avons dans notre système. En fait, nous vendons des gammes complètes de produits, ce qui, dans le jargon de la grande distribution, on appelle des gammes longues, qui sont en fait des produits à rotation faible et à valeur unité faible. Alors, 5000 références, c'est ce qu'on va facturer cette semaine. Mais en fait, dans le système, on en gère environ 10 000, soit le double. Si on rajoute les références que nous venons d'arrêter, celles que nous allons bientôt lancer, plus les saisonnières. Et ça, ces activités se répartissent dans 4 divisions opérationnelles. La plus grosse étant la maison, là où nous sommes leaders sur le marché français dans les accessoires et les ustensiles de nettoyage des sols, et de la maison en général, puisque nous faisons historiquement, effectivement, on est venu là par notre métier industriel de brossier, en faisant des balais et des brosses, mais maintenant nous sommes aussi vendeurs et fabricants de seaux, de serpillères, de raclettes de douche, en fait tout pour l'entretien de la maison.
uniquement l'instrument. Hein. Nous ne vendons pas de produits d'entretien au sens droguerie du terme. Nous sommes aussi également leaders dans le monde des accessoires de coiffure et de manucure. Donc les brosses, les peignes, et là aussi toujours nos racines industrielles sur les brosses à cheveux, même si là maintenant on a diversifié ça dans l'ensemble des accessoires de coiffure qui vont jusque les élastiques, les pinces ou de manucure, coupe-ongles, pince à épiler, lime à ongles, mais même les accessoires de maquillage, pinceau, éponge. Et on a une troisième division qu'on appelle hygiène beauté, dans laquelle nous vendons de la parapharmacie, des premiers soins, sous la marque Stéripan, qui est la deuxième marque du marché derrière Mercurochrome. Nous avons une marque de maquillage qui s'appelle Miss Den, qui est la marque la plus dynamique du marché depuis quelques années, puisqu'on vient de faire plusieurs exercices avec de la croissance à 2 chiffres dans un marché qui lui est un petit peu à la peine, avec des leaders qui sont parfois en difficulté. Et donc on a des parts de marché volume aujourd'hui où on fait jeu égal avec des géants comme Coty, puisque Miss Den est passé devant Bourgeois en termes de parts de marché volume, et on talonne Rimmel. J'espère que dans quelques mois on sera passé devant. Donc voilà, on a une gamme très dynamique qui plaît bien, qui a un positionnement intéressant, qui est en plus assez facile à gérer pour les distributeurs. Et enfin, alors on a une petite gamme d'accessoires bucco-dentaires sous la marque Efficeptil, où on faisons des brossettes, des fils dentaires, en fait cette problématique de soins pour les gens qui ont des problèmes de dents, qui va au-delà du brossage simple, brosse à dents dentifrice. Et nous avons une quatrième division qui est la mercerie et l'accessoire chaussant. Nous avons une marque de mercerie qui s'appelle Prima, et où nous avons une marque d'accessoires chaussants, où nous étions distributeurs exclusifs de Kiwi jusqu'à la fin 2022, et à partir du 1er janvier 2023, on change et on lance une nouvelle marque là, qui sera une marque qui sera marketée et vendue sous notre responsabilité, qui est une licence de la société Baran, enfin de la marque Baran. Voilà, ça fait l'ensemble de notre activité, et elle est complétée par un peu plus de 20% de business en dehors de France, de l'export au travers de filiales de distribution dans les pays autour de la France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, et surtout une activité très importante en Pologne, qui fait l'essentiel de notre activité internationale et qui est très dynamique depuis quelques ans. Qui se développe beaucoup, c'est vrai. Oui. Et donc distribué où alors? Chez la GSA, GSS? GSA essentiellement. GSA essentiellement. On a un petit peu d'activité en scène spécialisée, par exemple nos marques éléphants, où on fait quelques marques propres aussi pour des acteurs en GSS comme Castorama ou Leroy Merlin. Et on a quelques activités aussi pour les activités mercerie chaussant en GSS, mais c'est très marginal. Essentiellement, c'est de la GSA. Très bien. Bon, c'est plus clair pour nos auditeurs. Alors moi, si je vous reçois sur ce podcast, c'est d'une part parce que vous êtes un entrepreneur. Vous connaissez, je pense, très bien les marchés. Vous avez sûrement des informations intéressantes aussi par rapport à vos relations avec la grande distribution, par rapport au contexte économique. Le contexte, il est très compliqué, voire alarmant pour certains. Pour connaître aussi d'autres entrepreneurs, beaucoup prévoient une année 2023 très difficile. J'ai une première question très pragmatique, c'est comment vont, selon vous, les entreprises en France aujourd'hui? Les entreprises en France, elles subissent de plein fouet et de façon très brutale un changement de paradigme. Ouais. On a vécu pendant quasiment 15 ans dans un monde dans lequel il y avait une stabilité des prix. Et dans lequel l'économie mondiale était devenue année après année de plus en plus efficace. C'est-à-dire qu'il y avait la capacité pour tout l'ensemble des acteurs de mettre en place des schémas de production ou d'approvisionnement au niveau mondial qui permettaient d'accéder, si on était malin, efficace, productif, à des coûts de plus en plus performants et à des schémas d'approvisionnement de plus en plus fiables. Et là, en l'espace de 2 ans, on a un changement complet de paradigme, c'est-à-dire que la succession de la crise du Covid, les confinements
ont perturbé très profondément les schémas d'approvisionnement. C'était ce qui était devenu extrêmement fiable. Vous pouvez acheter des trucs à l'autre bout du monde, en Chine, au Chili, peu importe, aux États-Unis, et on avait des flux de marchandises avec une très grande fiabilité qui permettait une gestion des stocks extrêmement fine. Tout ceci s'est retrouvé très perturbé. On a eu ensuite des déséquilibres profonds de l'offre et de la demande au moment de la sortie du Covid. On a tout un tas de systèmes productifs qui ont été mis en veille ou ralentis ou fermés, dont on sait qu'une usine, ça demande un certain ramp-up. Lorsqu'on relance une production, ça met quelques semaines, voire quelques mois à devenir efficace. Toutes les usines n'ont pas réouvert en même temps, alors que la demande, elle a flambé de façon soudaine dans la plupart des pays industrialisés et développés. Donc on a eu à la sortie du Covid, avec en plus des effets de compensation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits qui n'étaient pas disponibles ou qu'on ne consommait pas pendant le confinement, tout d'un coup, il y a eu des effets de surconsommation, de surachat sur un appareil productif au niveau mondial qui était déréglé, pas capable de répondre. Donc des écarts très importants entre l'offre et la demande. Et ces écarts très importants. Alors là derrière, il y a eu la guerre en Ukraine, mais qui est un phénomène en fait, je pense, beaucoup plus secondaire que le Covid, même si il y a eu des tensions fortes sur certains produits, le tournesol, les céréales, enfin il y a des produits, le miel par exemple, pour lequel l'Ukraine est un producteur très important, ou un effet sur les sources d'énergie, gaz, électricité. Bon là, il y a effectivement, mais moins secours. Et ce phénomène disruptif de déséquilibre de l'offre et de la demande s'est produit sur une économie mondiale qui avait été excessivement nourrie en liquidité. C'est-à-dire que depuis 15-20 ans, on a réglé, avec succès d'ailleurs, l'essentiel des crises économiques en injectant massivement des liquidités. Alors on appelle ça du quantitative easing, enfin bon, il y a plein de termes, mais c'est juste une version moderne de la planche à billets. Sauf que par le passé, dans des économies qui étaient beaucoup moins intégrées internationalement, quand on faisait marcher la planche à billets, immanquablement le pays qui faisait de l'inflation se retrouvait avec une dépréciation de sa monnaie, une hausse, et l'inflation venait écraser tout ça. Sauf que là, par le passé, cette économie mondiale optimisée a permis d'absorber ces liquidités, et finalement, les prix des produits de grande consommation ou les coûts industriels n'ont pas flambé. En revanche, la valeur des actifs a flambé, c'est-à-dire qu'on a vu une hausse très forte des actions ou de l'immobilier. Donc ces liquidités finalement qui ont permis d'éviter les crises qu'on avait connues dans les années 30 avec du chômage de masse et tout son cortège de malheurs derrière, on a bien réussi à les éviter, on a retenu les leçons du passé. En revanche, oui, il faut en accepter les conséquences parce que je pense que c'est les deux côtés de la même pièce, c'est-à-dire qu'on peut pas déverser de tels montants de liquidités sans qu'à l'arrivée, il y ait une inflation sur les actifs dans un premier temps, et ensuite, avec les dérèglements engendrés par le Covid, les confinements, déconfinements, puis la guerre en Ukraine, alors là, c'est comme après un mois de sécheresse, c'est vrai, quand les mégots tombent dans les forêts, ça flambe. Et donc, on a de l'inflation. Et là, le choc, on n'avait pas connu ça depuis 15-20 ans. Donc, il faut que les acteurs économiques, les entreprises, mais les ménages, les gouvernements, enfin tout le monde, c'est un choc très brutal, très violent, et il faut qu'on change tous notre mode de pensée, notre mode de fonctionnement, notre mode de réaction par rapport aux événements. Et effectivement, pour les entreprises, le choc est violent. On a l'impression que l'inflation, elle est pas arrêtable aujourd'hui. Alors, les entreprises ont essayé de l'arrêter un peu en 2022, mais en 2023, c'est impossible. Ce n'est pas entre les mains des entreprises. Ce sont les pouvoirs publics qui peuvent arrêter l'inflation par des politiques publiques visant à restreindre le crédit, augmenter les taux d'intérêt, etc. C'est comme ça qu'on arrêtera l'inflation. Les entreprises, elles subissent, elles réagissent, mais c'est sûr que quand on a des augmentations de certains prix de revient, des salaires, on n'a pas 36 solutions. On est obligé de le répercuter d'une façon ou d'une autre dans les prix de vente de nos produits, sinon on fait faillite. L'inflation est là, du coup le consommateur aussi subit. On parlait que les entreprises subissaient, mais le consommateur subit. Je crois que selon les prévisions d'IRI pour l'année prochaine, on prévoit un recul assez important quand même sur le non alimentaire. Est-ce que vous avez suivi cette info-là?
et quelles sont les conséquences pour vous, déjà pour vous en tant qu'entreprise et aussi par rapport à d'autres entreprises qui sont sur ce marché-là? Je crois pas que le problème soit un problème alimentaire, non alimentaire. C'est Enfin, c'est juste une comparaison. Oui, oui, On non, dit mais que l'alimentaire serait un peu plus stable apparemment. j'entends. Je dis pas que l'analyse est fausse. L'analyse est certainement pertinente, mais le problème, c'est qu'on se retrouve face à des acteurs, les ménages en particulier, qui vont arbitrer leurs dépenses. Donc, Ouais. si l'on admet que il y a une augmentation des prix des produits qui va probablement être plus forte, en tout cas à court terme, que l'augmentation des salaires et donc des ressources. Les ménages vont être obligés de faire des choix. Or, on a constaté depuis maintenant 25-30 ans que les ménages ont une part de dépenses, on va dire, incompressible, très importante, qui a beaucoup augmenté depuis 20 ou 30 ans, sur deux niveaux, c'est l'immobilier et ce sont ce qu'on appelle les dépenses à abonnement, Canal+, le téléphone, enfin tous ces trucs-là, qui font que la part, on va dire, compressible ou gérable du budget, elle s'est réduite. Donc après, les choix des ménages, ce sont des acteurs, ils vont arbitrer leurs dépenses selon leurs priorités. Et il est probable, et c'est là que la notion alimentaire, non alimentaire, c'est une notion, on constate les choses, je pense que c'est pas la cause. Les ménages vont arbitrer, c'est sûr que c'est plus facile de repousser l'achat d'un nouvel aspirateur peut-être, ou je ne sais quel produit non alimentaire que ce qu'on mange tous les jours, bien sûr. Mais je pense que c'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du non alimentaire, si l'aspirateur il est cassé, on va le changer. En revanche, on n'achètera pas le petit robot. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une perception chez le consommateur de ce dont on peut se passer, de ce dont on ne peut pas se passer. Et c'est pareil dans l'alimentaire. On voit déjà des arbitrages de dépenses au niveau de l'alimentaire en faveur de certains produits au détriment d'autres. Les MDD, les premiers prix, etc. Il y a des arbitrages qui se font. Donc c'est comme ça que ça va évoluer. Et à l'intérieur du non alimentaire, il y a peut-être des choses qui seront assez préservées parce qu'indispensables. Je sais pas, je pense les ampoules, les piles. Enfin, vous voyez, quand vous avez une ampoule grillée, vous allez la remplacer. Pourtant, c'est du non alimentaire. Mais voilà. Donc il y a des achats dont la perception par le consommateur est que on doit les faire, on ne peut pas s'en passer, et d'autres sur lesquels probablement ils vont dire il y aura un arbitrage qui sera, on fera plus tard. Et effectivement, si on le regarde avec la grille d'analyse alimentaire versus non alimentaire, il y en a peut-être un peu plus sur le non alimentaire. Vous êtes entré en négociation avec les distributeurs Bien sûr. Un peu la période. Bien sûr. Nous, on a envoyé nos tarifs au 1er octobre, avec nos conditions générales de vente, comme tous les ans d'ailleurs. L'idée étant qu'on essaye de pas se retrouver dans la situation inconfortable du 28 février. Voilà. Donc on a tout envoyé et on a déjà eu quelques rendez-vous. Assez peu en fait, parce que je pense que les distributeurs eux-mêmes ne sont pas en avance sur leur planning. Je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle les briefs négo au niveau des acheteurs qui sont arrivés assez tard, sachant que les nouvelles loi Egalim 1, 2, 3, je sais pas combien, je suis pas ça de près, qui demande d'envoyer une paperasse dingue jusqu'au 1er décembre, si on choisit. Alors, selon on connaît l'Egalim 2 ou Egalim 3, c'est hyper compliqué. Il y a des trucs qu'on envoie au mois de décembre, le 1er décembre, donc ça, forcément, ça retarde tout. Pour vos produits, vous, chez La Brosse du Pont, on table sur quel type d'augmentation, si c'est pas indiscret? Alors, j'ai une quinzaine de marques, donc je ne sais pas les trucs. Non, une fourchette en tout cas. Alors, on a, sans dévoiler des secrets d'État, on a une stratégie, nous, qui consiste à demander la hausse de tarif la plus faible possible pour essayer d'aller le plus vite possible à un accord. Notre calcul est que nous avons plutôt intérêt à conclure vite que à la fin. Nos concurrents principaux sont des grandes entreprises, des multinationales, qui bénéficient d'accords internationaux ou de négociations au niveau de supercentrales, et que ces négociations, par ailleurs, je pense, sont très compliquées, très difficiles. Je ne suis pas en train de dire chez eux c'est facile et chez moi c'est difficile, mais au travers de ces accords, ils arrivent parfois, souvent même, à obtenir des contreparties en termes de
présence dans le linéaire, accès aux promotions, etc., qui, si nous n'avons pas conclu nos négociations avant, rendent notre accès au business très compliqué. Donc nous, notre tactique, c'est d'aller en négociation avec des hausses de tarifs les plus faibles possibles. C'est-à-dire qu'on ne passe vraiment que ce dont on a absolument besoin, et avec une stratégie de conclure le plus tôt possible nos négociations avec des contreparties, si possible, intéressantes pour nous, en termes de business. C'est-à-dire que on a fait ça déjà l'an dernier, c'est-à-dire que très clairement, on privilégie le chiffre au détriment de la rentabilité. Est-ce que ça veut dire que d'un point de vue merch, on va peut-être dire stop enfin, on va réduire les assortiments? Est-ce qu'on va dire stop à de l'innovation, selon vous? Ou est-ce qu'on a une tendance, en tout cas, à resserrer? Pas venant de chez moi, mais très clairement, certains distributeurs, les distributeurs l'ont déjà fait. On a déjà reçu de certains distributeurs des réductions d'assortiment, alors que les négociations n'ont pas commencé, bien sûr. Ça, c'est un des effets collatéraux, finalement, de cette crise. C'est un peu, je ne vais pas dire la baisse des investissements, c'est pas forcément vrai, mais ou même la baisse de l'innovation, c'est pas forcément vrai non plus. Même si on a vu ces dernières années avec l'essor du e-commerce, un essor des nouvelles marques. En tant qu'entrepreneur, vous-même en tant que dirigeant, enfin membre de la FEF, est-ce que vous voyez justement des marques qui aujourd'hui font marche arrière ou qui se disent on va optimiser les coûts? Est-ce que on va réduire son offre? Est-ce qu'on va arrêter d'investir pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez déjà quelques tendances en tant qu'entrepreneur sur 2023? Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. C'est pas du tout notre stratégie, bien au contraire. Ouais. Nous sommes persuadés que l'innovation est la clé de la réussite et qu'il n'y a pas d'autre issue. Toute stratégie malthusienne de ce point de vue-là, elle ne peut être que temporaire. Après, il y a des moments dans la vie des entreprises où on a besoin de faire ça. Moi, quand je suis arrivé en 2004 à la Brossée du Pont, la Brossée du Pont, ça perdait 15 millions d'euros par an. On a réduit, hein. Moi, que je suis arrivé, ça faisait 145 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, quand on a vendu et racheté, on était descendu à 125 millions d'euros. On était redevenu rentable, mais il y a des moments où il faut réduire. Mais ce n'est que temporaire. Depuis 2010, où on était descendu à 125 millions d'euros, qui est le chiffre bas, on est remonté cette année. L'année n'est pas terminée, mais on va probablement finir à 185 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Donc, on est reparti de l'avant. Je pense qu'il est dans la nature d'une entreprise de chercher de toute façon à se développer. Alors, ensuite, voilà, on a des clients. Moi, mes clients, c'est les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont leur stratégie propre. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai quelques-uns qui réduisent les assortiments, bien sûr. Mais je l'analyse plus comme une réaction de management d'un distributeur donné à sa situation propre qu'à une tendance lourde du marché. Je pense que c'est la pire des choses que pourraient faire les distributeurs dans leur ensemble. Continuer à appauvrir. Si toute l'offre de la grande distribution continue à s'appauvrir, à un moment, comme on dit, c'est l'histoire du chien à qui on apprend à manger de moins en moins. Juste au moment où il avait appris à plus manger du tout, il est mort. Hein. Donc, s'il n'y a pas de l'attractivité, s'il n'y a pas du commerce, le commerce vit d'une certaine notion d'attractivité. Il faut être sympa, il faut être sexy, il faut donner envie. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, en particulier dans les multinationales, en gros les adhérents de l'ILEC, qui eux ont des machines réellement à fabriquer de l'innovation. Souvent plus marketing que réel, mais et en fait pour eux c'est une stratégie d'occupation des tablettes et des linéaires. Oui, c'est pour éviter, pour faire sortir leurs concurrents. Bon. D'ailleurs, l'essentiel de leurs innovations, au bout d'un an ou maximum 2, elles disparaissent. Donc pour moi, c'est pas de la vraie innovation. La vraie innovation, c'est celle qui dure, et qui ensuite, année après année, génère de plus en plus de chiffre d'affaires. C'est là qui est intéressante. Et il faut surtout pas ralentir, même en période de crise. Au contraire, il faut peut-être se concentrer sur des choses plus pertinentes. Mais si on coupe sur l'innovation, les assortiments, c'est la mort lente. Alors vous êtes un gros groupe, je pense que vous êtes... Vous savez, dans le maquillage, moi, mes concurrents, ils s'appellent L'Oréal et Coty. Hein, c'est pas... Je me sens petit là.
très petit. Ouais, mais je faisais référence surtout, moi, parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs, de startups notamment, qui font 2, 3, Non, 5, 6 nous, on n'est millions pas d'euros une de chiffre start-up. d'affaires. Créé Non, en non, bien sûr. créé en Non, 1845 à Beauvais, on n'est plus une start-up depuis longtemps. Hein. non, je comprends parfaitement. Mais ce que je voulais dire, c'est la situation de ces entreprises qui sont jeunes, justement. Pour elles, elle est peut-être plus complexe que pour des sociétés qui sont déjà bien installées. Oui, bien sûr. Mais après, C'est logique, les ce que je startups, dis. Mais... ça dépend de leur structure de financement. Il y a de tout. Hein. Ouais, bien Le sûr. modèle classique, on va dire Silicon Valley, financé à Wall Street, on a vu des boîtes, genre Amazon ou Tesla ou autres, qui étaient capables d'être déficitaires pendant 15 ans, Ah oui, pendant 20 ans, oui, bien sûr. 20 ans, et puis sortir par le haut. Bon, donc en fonction de leur structure de financement, ça peut être aussi une solution, au contraire, d'accélérer l'innovation, mais il faut avoir pour ça les fonds pour le financer. En revanche, si leur structure de financement n'est pas celle-là, oui, une entreprise start-up, c'est fragile. C'est un écosystème très fragile, donc là, ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est beaucoup plus difficile pour eux, le management d'entreprise aujourd'hui, compte tenu du contexte. On a parlé de l'inflation, on peut parler de l'énergie aussi. Oui, alors, oui, c'est difficile pour tout le monde, mais ce qui est important, c'est de regarder la situation concurrentielle. Ces bouleversements, et c'est là que l'État a un vrai rôle régulateur. Moi, je suis pas un grand fan de l'État qui donne des aides, des subventions, des trucs comme ça. Je pense que c'est ni efficace ni utile. Je pense que l'État, lui, doit se concentrer sur son rôle de régulateur. Il doit s'assurer que les politiques publiques qui sont mises en place, les lois, les autorités type concurrence, etc., ne créent pas ou empêchent toute entrave à la concurrence. Parce qu'après, ce que je dis, moi, l'électricité augmente, ou le gaz, ou je ne sais quoi, le plastique. À partir du moment où il augmente de la même façon pour tout le monde, pour tous les acteurs de marché, après, il faut juste être plus malin, plus rapide, plus réactif que le concurrent. Mais il n'y a pas de biais concurrentiel là-dedans. Alors justement, je ne connais pas du tout extrêmement bien le sujet. Que doit faire aujourd'hui le gouvernement pour améliorer la situation? Je ne suis pas candidat. C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut peut-être, même au niveau de l'AFEF, est-ce que vous commencez à mettre en place, ou proposer des solutions justement pour aider les entreprises alimentaires et non alimentaires? Alors, l'AFEF, c'est Fédération des entreprises entrepreneurs de France. Si vous voulez, c'est l'ensemble des PME, TPE et ETI qui ne sont pas des multinationales. Oui. Bon. Tout ça, on a un socle commun à l'AFEF qui est, nous pensons, que les grandes entreprises et multinationales ont un avantage compétitif du fait de leur taille, de la puissance de leur marque. Ils ont même un avantage tellement compétitif que je pense que dans les négociations à la grande distribution, ils ont même, eux, l'avantage. C'est-à-dire le rapport de force en leur faveur. Une société comme Coca-Cola, elle est plus forte que Carrefour ou Leclerc. On l'a vu à maintes fois. Chaque fois qu'un distributeur a cherché à s'en passer, ils ne peuvent pas. Donc le rapport de force est en leur faveur. Et en revanche, le rapport de force entre la grande distribution et les PME est plutôt en faveur de la grande distribution. En général, un distributeur peut se passer d'une PME. Le jour où une PME perd un ou deux gros distributeurs, elle n'a plus accès au marché. Bon. Donc, une fois qu'on a ce constat, la FEF s'attache à éviter qu'on se mette en place des phénomènes qui ont plutôt tendance à favoriser les grandes entreprises plutôt que les PME. Voire même, par notre capacité de conviction, de dialogue avec les distributeurs, leur expliquer que les PME sont un tissu industriel fragile. C'est un tissu industriel qui irrigue le pays. Les PME, TPE, TI sont des entreprises qui sont profondément enracinées dans les territoires, ce qui n'est pas le cas des multinationales. Les multinationales sont par définition apatrides. Et elles vont là où le coût de production ou la matière première est la moins chère. Et elles y ont accès, voire même elles localisent des activités dans des pays ou dans des zones à fiscalité plus faible. Chacun son jeu. Moi, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, bien sûr. Mais il faut l'acter, le reconnaître. Donc nous, on lutte pour que ceci soit pris en compte et que dans
le travail en commun avec les distributeurs, il y a un certain discernement. C'est-à-dire qu'on soit traité comme ce tissu industriel qui irrigue le pays, qui est un peu fragile, et pas forcément comme dans leurs négociations avec Coca-Cola, Nestlé ou L'Oréal. C'est le fameux terme souveraineté économique, c'est Non, on on se parle fait de travailler les discernement. uns. Non, la Discernement, souveraineté ouais. économique, c'est encore autre chose. Moi, je n'ai pas cette prétention. Surtout du discernement. C'est-à-dire, voilà, ne nous appliquez pas les mêmes méthodes du discernement. Parce que, voilà, c'est... Un dernier mot, est-ce qu'on peut évoquer le e-commerce pour la Brasserie du Pont? Oui, Alors, bien sûr. vous êtes présent aujourd'hui en magasin, en point de vente physique. Est-ce que vous vendez aussi en ligne? Est-ce que c'est un projet pour vous? Oui, oui, absolument. Nous vendons en ligne. On a développé des sites marchands Oui. pour la plupart de nos marques. Ok. Ces sites marchands sont intéressants parce qu'ils nous apprennent un métier qui n'est pas le nôtre, Oui. qu'on découvre depuis quelques années. On travaille également avec des grands du e-commerce, puisque nos produits sont présents sur Amazon, Cdiscount. On est également présent au travers des marketplaces, un certain nombre de marketplaces. Donc, depuis quelques années, on a vraiment développé ce savoir-faire. Ça ne représente encore pas des sommes extrêmement significatives dans nos chiffres d'affaires ou dans nos résultats. On est en phase d'apprentissage. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que on a à la fois la complexité qu'on a très bien suggérée avec la grande distribution du très grand nombre de références. Oui. Mais en e-commerce, lorsque vous voulez avoir toutes vos références présentes sur les entrepôts d'Amazon, c'est pas simple. Nous avons des produits aussi qui, en termes de forme, de taille, qui sont très hétérogènes. Un manche à balai ou un seau, c'est très compliqué à envoyer en termes d'expédition. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de travailler. Ce que nous sommes, c'est-à-dire un spécialiste des gammes longues, des produits à faible rotation, fait que nous n'avons pas en magasin une fréquence de contact élevée avec nos consommateurs. On est sur des fréquences de contact très basses, au-delà de l'année. Donc, nos marques ont une reconnaissance spontanée ou assistée qui reste assez faible. Et on vend en magasin à plus de 80% des achats prévus non décidés. C'est-à-dire que le consommateur va mettre sur sa liste qu'il a prévu d'acheter une brosse à cheveux, une trousse de toilette ou un seau ou un balai, mais il va pas mettre un pot de Nutella ou de la confiture d'abricot bonne maman. Ça, c'est un achat prévu décidé. C'est l'apanage justement des grandes marques de fast moving consumer goods, qui est la chasse gardée et privilégiée de nos amis de l'ILEC. Bon, donc nous, du coup, d'exister sur le monde de l'internet, si on n'a pas une marque qui est connue, c'est compliqué. En revanche, je reviens à une de mes déclarations précédentes, c'est compliqué pour tout le monde. Et la complexité est la même pour mes concurrents. Donc finalement, il n'y a pas de désavantage économique, il n'y a pas de désavantage compétitif, il faut juste être un peu plus malin que les autres. Donc c'est un métier qu'on apprend, qui est intéressant. On a été obligé de recruter des profils très différents, de les mettre dans... un peu à part, un peu à côté, parce que sinon, forcément, au début, on demandait à des gens qui soit des comptes clés ou des gens au marketing, de s'occuper aussi du e-commerce, mais comprenez bien, quand vous avez Leclerc, Carrefour comme client, et puis de temps en temps, il faut s'occuper d'Amazon, on le fait une fois de temps en temps, et en fait, le business avec Amazon, il faut le faire tous les jours. Vous avez des robots qui vous envoient des messages, des mails tous les jours. Tous les jours, il faut répondre. Donc, il faut avoir des gens dédiés, dont c'est le métier. C'est une culture qu'on est en train d'apprendre. Voilà, on apprend, mais je pense qu'on va pouvoir bientôt investir un peu plus significativement. Maintenant qu'on a bien compris comment ça marchait, ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de pièges là-dedans, on va pouvoir se développer un petit peu plus. Parce que la distribution, finalement, la différence entre le e-commerce et le point de vente physique, c'est la distribution, elle se fait par le point de vente physiquement. Bien sûr. Et sur l'e-commerce, elle se fait par le contenu. Et ce contenu, il est dicté par des algorithmes. Les Facebook, les Google, les Amazon ont leur propre ordonnancement sur les sites. Et tout l'intérêt, c'est d'être présent dans les 3-4 premiers liens, par exemple, pour être vendu. Absolument. Donc, effectivement, c'est un autre métier. Ce que nous savons faire parfaitement, on est probablement les meilleurs même dans ce domaine, c'est vraiment travailler à la grande distribution, aller dans les magasins. Vous savez qu'on a une force de vente très importante, puisque le propre de nos rayons, c'est qu'ils ont besoin d'être gérés essentiellement par notre force de vente. C'est nous qui assurons la mise en rayon et la gestion des commandes des rayons. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est hyper spécialisé
dans le mode de fonctionnement de la grande distribution. Alors évidemment, dès qu'on sort de là et qu'on va dans le commerce électronique, on découvre un nouveau monde. On est un peu comme Christophe Colomb qui arrive aux Indes. Enfin, il croit qu'il arrive aux Indes. Ouais. Il y a encore beaucoup à faire et puis ça change tout le temps. Oui. Un mot de la fin peut-être, Monsieur Carayol, pour faire le podcast. Ouais, déjà. J'espère qu'on n'a pas été trop pessimiste en parlant d'inflation, de pénurie, etc. Est-ce que vous avez bien noté que pour moi, c'est pas un problème. Hein. C'est même, je pense, une opportunité. C'est-à-dire que les gens qui arriveront à mieux s'organiser, à être plus réactifs, plus malins que les autres, quand il y a des changements comme ça dans les paradigmes économiques, ce sont des opportunités pour les plus performants et en revanche, c'est un risque pour les moins performants. Mais voilà. Je ne sais plus qui est l'auteur de ça, il dit que les opportunités se font dans les périodes de crise. Bien sûr. Je ne sais plus qui le dit, mais c'est toujours très pertinent. Merci beaucoup, M. Carayol, c'était hyper intéressant, on aurait pu rester parler pendant beaucoup plus longtemps, mais voilà. On est sur un format de 30 minutes, c'était très bien. À votre disposition, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!